Bonjour à tous, rebonjour, toujours en direct de Las Vegas avec beaucoup de problèmes techniques, mais c'est rien. Je pense que ça va mieux se passer maintenant. On a visiblement, voilà, réglé le problème. On va pouvoir continuer. Donc dans ce second webinar, on va vous donner un avant-goût finalement des sujets dont on va parler à la fin de l'année. C'est-à-dire très bientôt. On a, vous le savez sûrement, une semaine de webinaires consacrés à l'IA et au machine learning et au deep learning du 11 au 15. euh, et où, sans trahir de secret, il risque d'y avoir pas mal de nouveautés liées à Reinvent. Donc je trouvais intéressant juste avant de faire un petit état des lieux, de parler déjà des différents sujets disponibles aujourd'hui, et puis ensuite de profiter des prochains webinaires pour rentrer dans les détails. Alors, on va regarder un petit peu, voilà un peu ce dont on va parler. On va faire un petit passage rapide sur ce que veut dire l'IA chez Amazon. Ensuite, je vais vous montrer comment utiliser deux services d'IA de haut niveau qui s'appellent Poly pour le text-to-speech et Recognition pour la détection d'objets et la détection de visage. Euh, Je vous montrerai également comment utiliser Amazon Machine Learning. Alors je passerai assez rapidement sur la construction du modèle parce que ça mériterait sûrement un webinar complet. Donc je vous donnerai les grandes lignes du service et puis je vous montrerai comment est-ce qu'on peut l'invoquer assez facilement. Comment est-ce qu'on peut, à partir d'une application ici Java, invoquer un modèle de prédiction et obtenir des résultats. Et puis ensuite, si les dieux de MR sont avec nous, on fera une petite démo de Spark MLlib, donc qui est la librairie machine learning de Spark sur EMR, où on construira un détecteur de spam. Et puis je parlerai très très rapidement d'MXNet et du deep learning qui sera couvert en détail et plus qu'en détail lors de la semaine IA. Alors quelques définitions avant tout pour qu'on parle bien de la même chose. L'IA, c'est un domaine qui vise à, qui vise à construire des applications et des systèmes qui démontrent un comportement humain. Donc par exemple, des systèmes qui sont capables de parler, des systèmes qui sont capables de comprendre et de traiter le langage naturel. Donc à qui on va parler en langage naturel et qui vont déclencher des actions, et bref, où l'interaction se fait de manière simple. Des systèmes qui sont capables de mener des raisonnements complexes au-delà d'une programmation explicite. Et puis des systèmes qui sont capables de montrer une intuition, de prédire, de classer, de donner des résultats probabilistes. Euh, c'est vraiment un des grands sujets de l'IA. À l'intérieur de l'IA, il y a un sous-ensemble qui s'appelle le machine learning, qui vise à apprendre aux machines justement à apprendre des comportements sur la base de jeux de données, donc sans être programmé explicitement. Donc vous allez prendre un dataset, vous allez le faire passer à travers un algorithme d'apprentissage, et sur la base de cet apprentissage, votre application, votre système va être capable d'effectuer des tâches complexes, de prédire des résultats sur la base de nouveaux échantillons qu'évidemment il n'a jamais vu avant, de classer, de regrouper de l'information, etc., etc. Mais tout ça sur la base d'un dataset qui est structuré, où ce qu'on appelle les features, donc les variables finalement, sont explicitement visibles. Dans le cas du deep learning, qui est un sous-ensemble du machine learning, on va faire la même chose, on va faire de l'apprentissage automatique, mais cette fois on va le faire sur des données qui ne sont pas structurées, où les variables ne sont pas visibles. Par exemple des images, hein. Une image qui a 1 million de pixels, est-ce que chaque pixel est un feature? Est-ce que chaque pixel est une variable? Probablement pas. Est-ce qu'on a besoin de 1 million de pixels pour dire que cet animal est un chat ou cet animal est un chien? Sans doute pas. Il y a sans doute des pixels ou des zones de pixels, des groupes de pixels qui sont plus importants que d'autres, mais on n'arrive pas à le définir explicitement. Donc on va utiliser une technologie qui s'appelle les réseaux de neurones, qui elle va être capable de trouver les zones de l'image qui sont importantes pour comprendre que ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un lion, etc., etc. Ok? Donc voilà un peu les trois grands thèmes. Donc
Amazon utilise l'IA depuis des années, aussi bien sur le site amazon.com et ses versions internationales, euh, tout ce qui est lié à la personnalisation du contenu, à la recommandation de contenu, etc. Vous vous doutez bien que tout ça, ça s'appuie sur des algorithmes d'IA et de machine learning. De même, la gestion et l'automatisation des entrepôts logistiques d'Amazon s'appuie sur de la robotique. Vous avez certainement déjà vu ces petits robots orange, enfin ils sont pas si petits d'ailleurs, qui sont des robots qui transportent les étagères contenant les produits euh, jusqu'aux équipes qui sont chargées de préparer les commandes, et qui se déplacent de manière autonome à l'intérieur des entrepôts. Et puis bien sûr, bon, il y a eu des nouvelles catégories de produits, le Kindle, l'Echo, etc., qui utilisent elles aussi l'IA. Et dans le cas d'Echo, évidemment, beaucoup de deep learning pour le langage naturel. Et puis enfin, AWS qui vous amène, j'ai envie de dire sur étagère, des services d'IA, de deep learning. Et une fois de plus, je pense que les quelques jours à venir vont continuer à le montrer. Alors, on a plein de clients qui font de l'IA au sens large sur AWS. J'ai parlé de Finra dans le webinaire précédent, qui fait du machine learning à très très grande échelle sur des données financières en utilisant Hadoop, en utilisant l'écosystème Hadoop. On a évidemment Netflix, que tout le monde connaît, qui utilise aussi massivement de la personnalisation, de la recommandation pour vous proposer les meilleurs films, etc., etc. On a beaucoup d'histoires à raconter. Vous trouverez tous ces détails là aussi sur le site web et les case studies. Si l'un d'entre eux vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à me contacter, à me demander des détails. Voilà, mais sachez que nous, on voit des clients faire de la prod sur le machine learning, sur l'IA, sur le deep learning. On n'est pas dans le prototype, on n'est pas dans l'expérimentation, on est vraiment dans l'utilisation à l'échelle de toutes ces technologies. Donc notre stack aujourd'hui, et je pense que ce slide va évoluer beaucoup d'ici 48 heures, la stack se compose ainsi. On a des services de très haut niveau, donc des services on va dire SaaS, où vous vous contentez d'appeler une API et sans avoir à être un expert de deep learning ou d'IA. Par exemple, on va le faire tout à l'heure avec Poly, on appelle une API qui va générer à partir d'un texte, qui va générer un fichier son qu'on va pouvoir jouer. Avec Recognition, on va passer une image et on va détecter des visages, on va détecter le contenu de l'image, etc. On a également un service dont je ne parlerai pas aujourd'hui qui s'appelle Lex, qui permet de construire des chatbots, texte ou voix. Okay, donc des services, on va dire des API de haut niveau qui sont basés sur du deep learning, mais qui ne nécessitent aucune connaissance en deep learning. Au niveau d'en dessous, on a des services managés, donc où l'infrastructure, où vous êtes libéré de la gestion de l'infrastructure, mais où vous avez plus de contrôle, plus de possibilités à customiser vos traitements, vos applications, et par exemple avec Amazon Machine Learning dont on parlera tout à l'heure, ou avec Spark sur EMR dont on parlera tout à l'heure aussi, et puis d'autres services comme ECS qui vous permettent d'exécuter des containers d'utiliser des jobs de machine learning dans des containers, etc., etc. Et puis encore en dessous, on a le niveau le plus bas où là vous allez utiliser une des librairies open source comme MXNet, TensorFlow, etc., qui vont vous permettre de faire du deep learning de manière fine où vous allez pouvoir construire des modèles, les entraîner et les déployer dans vos applications. Et évidemment, tout en bas, on a de l'infrastructure, donc des instances CPU, des instances GPU pour faire l'entraînement des modèles, pour faire la prédiction. Et on peut également, via des services IoT, déployer des modèles sur des équipements IoT, voire même les embarquer sur mobile si on en a envie. Alors on va commencer par les services de haut niveau. Donc commençons par Poly, qui est vraiment sans doute le plus intuitif et même le plus simple à utiliser également. Donc Poly, c'est un service qui va vous permettre à partir d'une chaîne de caractères, de créer un fichier son, tout simplement, ce qu'on appelle le text-to-speech. Euh, Vous allez pouvoir choisir 24 langages et 50 voix, donc des voix hommes, femmes,
qui ont toutes ces voix ayant des prénoms, on les verra tout à l'heure dans le code. Donc vous passez votre chaîne de caractères, vous lui dites voilà, tu utilises la voix de Brian ou la voix de Jennifer, etc. Et en temps réel, on va générer un fichier son que vous pouvez soit jouer, évidemment, immédiatement dans votre application, soit vous pouvez le stocker et le rejouer plus tard. Vous pouvez utiliser Poly pour faire juste de la génération de sons et puis intégrer ces sons au fil des besoins dans vos applis. Alors ce service-là, vous le connaissez sans doute déjà, si vous avez déjà vu un Amazon Echo ou utilisé un Amazon Echo, eh bien la voix d'Alexa, elle est générée par Poly. Okay, donc quand vous parlez à un Echo et qui vous répond, le son que vous entendez, la voix que vous entendez, elle est générée par Poly. Alors, on va sauter directement dans le code. Il y a deux façons d'utiliser. Enfin, on peut passer deux types de texte à Poly. Hop, on va fermer ce truc-là. Voilà. Donc, on peut lui passer du texte simple, hein, donc juste du texte. Hein, on va voir un exemple par ici, voilà. Ok. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Je me suis connecté à mon client Poly, voilà, et je construis ma requête en lui disant voilà ma chaîne de caractères, génère-moi un MP3 et fais-le avec la voix de Brian, qui est une des voix anglais britanniques. Ok. Il y a des voix anglais américains, anglais britanniques, anglais australien. Enfin, il y a plein de variantes. Voilà, mais cette voix-là, c'est la voix britannique. Donc ici, on passe du texte simple, comme on le voit, hein, mais on peut aussi passer du texte enrichi, comme vous le voyez là. On peut passer du texte enrichi avec un langage de markup qui s'appelle SSML, qui va permettre finalement de préciser la prononciation de certaines parties de la phrase. Ok, donc par exemple, ici, on veut que la date soit prononcée d'une certaine façon, on veut que le numéro de téléphone soit prononcé d'une certaine façon, etc. Donc on peut jouer sur la façon dont le texte est lu. Vous voyez les nombres, les dates, etc., les numéros de téléphone. On peut aussi faire varier la vitesse du discours, on peut faire varier le ton, donc plus grave, plus aigu, etc. On peut agir sur ces trucs-là. Ok. Voilà, donc on va essayer. Alors, je vais, je sais pas si vous allez l'entendre, sincèrement, parce que moi je vais l'entendre dans mon casque. Alors on va essayer, hein. Je vais essayer de vous le faire écouter par mon micro. Ça devrait marcher quand même. Voilà, j'espère que vous l'avez entendu. Hugo, tu peux me dire si on l'a entendu ou pas. J'ai le son au maximum sur le Mac, je sais pas si c'est passé. Bon. Bon, sinon c'est pas grave, vous pouvez reprendre ces petits exemples et puis vous pouvez même les copier-coller dans la console AWS. Vous pouvez l'essayer tout à l'heure et vous pourrez les jouer. Ok. Donc là, je fais cet appel hein, qui s'appelle Synthesize Speech. Vous avez vu qu'on avait une deuxième voix ici qui était une voix de femme. Je précise que le texte est du SSML. Euh, et donc je récupère un MP3. Et puis je le joue après automatiquement avec une librairie quelconque. Et c'est suffisamment rapide et c'est suffisamment temps réel pour qu'on puisse l'intégrer dans une conversation. Ok, une fois de plus, c'est ce que fait Alexa. Donc vous voyez, l'appel d'API, il est super simple. Derrière, il y a évidemment des modèles de traitement du langage naturel, des modèles d'IA, etc., etc. Mais bon, j'ai envie de dire là, à ce stade, on s'en fiche. On veut générer du texte, on veut générer du son, pardon, à partir d'un texte, et ça se fait de manière aussi simple que ça. Ok.
Voilà. C'est vraiment, moi j'aime bien le service, c'est rigolo. Alors je vous incite, il y a des démos dans la console AWS, vous pouvez sélectionner toutes les voix. Il y a évidemment des voix françaises, il y a des voix françaises avec un accent canadien. Enfin, il y a beaucoup de voix essayées. Et voilà, c'est assez marrant, hein. C'est assez marrant à tester. Donc voilà pour Poly. Donc vous voyez, c'est vraiment un service hyper simple à utiliser. Alors Recognition. Donc, Recognition, comme son nom l'indique, c'est un service qui va vous permettre de comprendre du contenu visuel. Okay, donc vous allez passer une image à Recognition et il va être capable de faire différentes choses en temps réel avec un niveau d'abstraction qui est le même que Poly, c'est vraiment juste une API. Donc on peut faire ce qu'on appelle de la détection d'objets ou de la détection de scène, donc passer une image et dire voilà, qu'est-ce que tu vois dans l'image. Donc il va dire je vois une table, une chaise, je sais pas, la plage, des palmiers, ce que vous voulez, d'accord, avec des scores de confiance. On peut faire de la détection de visage, donc dire ok, trouve-moi les visages qui sont dans cette image. Donc il va trouver l'image, il va trouver les visages, il va trouver la position des visages, etc. Vous pouvez lui demander une analyse faciale, donc il va vous dire c'est un homme, c'est une femme, la tranche d'âge c'est tant, l'émotion dominante c'est ça, cette personne porte des lunettes, a une moustache, enfin vous voyez tout un tas d'attributs finalement sur les visages. On va pouvoir faire des recherches, donc on peut construire des collections de visages. Donc, par exemple, vous pourriez construire une collection avec tous les visages des employés de votre société, et puis lorsque quelqu'un arrive le matin devant la porte, avoir une caméra qui prend une photo, compare la photo de cette personne avec la collection de visages connus, et puis en fonction de ça, ouvrir ou pas la porte, etc. etc. Okay, on va pouvoir trouver des visages qui se ressemblent. Okay, donc on peut faire des similarités. On peut détecter les célébrités. Donc on a indexé une très très grande quantité de visages de célébrités, donc du monde du sport, de la musique, du cinéma, des politiciens, enfin voilà, tout un tas de gens connus. Et donc vous pouvez les reconnaître explicitement. Donc vous pouvez uploader la photo de, je sais pas, de votre acteur ou de votre chanteur préféré et le reconnaître. On peut aussi faire de la modération de contenu. Donc on a la capacité à détecter du contenu suggestif, explicite, voire pire. Et vous comprendrez que je ne ferai pas de démo sur ce sujet aujourd'hui. Ce qui est très utile pour les gens qui font de la modération de contenu sur des sites web, hein, tout ce qui peut être uploadé par des utilisateurs. Bon, il peut y avoir tout et surtout n'importe quoi. Donc c'est important d'essayer d'automatiser au maximum ces traitements. Et puis depuis à peu près une semaine, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet de détecter du texte dans des images, donc de faire de la reconnaissance de texte dans des images. Voilà, c'est sorti très récemment. Alors un exemple d'utilisation, donc c'est un client qui est une chaîne de télé américaine qui s'appelle C-SPAN, qui est en gros la chaîne parlementaire aux États-Unis. Et donc leur problème, c'est sur leurs années et leurs années d'archives vidéo, d'être capable de retrouver les allocutions d'un speaker donné. Donc ils veulent pouvoir dire voilà quand est-ce que ici le sénateur McConnell, quand est-ce qu'il a parlé dans les 6 derniers mois. Et donc à petite échelle c'est un problème qui est simple, mais à grande échelle avec des années de vidéo et quasiment ils ont quasiment 100 000 personnes à identifier, on voit tout de suite que c'est compliqué. Donc ils ont créé une collection de visages avec les 100 000 speakers et ils font passer donc le flux vidéo, ils extraient des images du flux vidéo et ils les font passer à travers Recognition pour détecter les visages des différents speakers. Et donc ils construisent comme ça un index qui leur permet de dire que telle personne a parlé tel jour à telle heure. Et donc ça marche tellement bien finalement qu'ils ont décidé d'indexer vraiment toutes leurs archives. Donc toutes leurs archives historiques vont être indexées comme ça, vont être passées au travers de Recognition pour trouver tous les gens qui ont pu parler au Parlement ou au Sénat américain. Alors on va faire un petit exemple. Euh, donc on va commencer par une détection de label. Alors il faut que je vous montre l'image avant quand même. Hop. Voilà. Donc voilà l'image qu'on va envoyer à Recognition. Si j'arrive à l'ouvrir. Intéressant.
amusant. C'est pas grave. Ok. Oh, c'est bien. Je sens que je vais avoir un nouveau Mac pour Noël. Alors. Voilà. Ok. Donc voilà l'image. Ok. Donc une image assez compliquée, beaucoup de fouillis, beaucoup de contenu. Donc on va envoyer cette image à Recognition. Ok. Donc toujours pareil, on se connecte au client Recognition et on lui dit détecte-moi les labels. Ok. Donc cette photo elle est dans un bucket S3 et détecte-moi, donne-moi 10 labels avec au moins 75% de confiance. Ok. Donc en avant. Voilà, donc voilà les labels qui ont été détectés, donc il doit y en avoir 10, donc avec les très hauts niveaux de confiance. Donc en gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont l'air de boire. On voit une foule de gens avec des hommes, ouais, des femmes qui boivent de l'alcool, ce qui me paraît une assez bonne définition de cette image. Ok. Et donc là aussi, bien sûr, on a des modèles de deep learning qui tournent derrière tout ça. Mais vous voyez que tout ce qu'on fait ici, c'est simplement appeler une API de haut niveau et c'est tout. Voilà. Et puis ensuite, on récupère des résultats et qu'on affiche. Ok. Donc service super simple à utiliser, rapide et qui vous permet d'indexer comme ça des grosses collections d'images et de ici, hein, ce qu'on ferait sûrement, c'est qu'on récupérerait ces labels et on les insérerait dans une base quelque part. Puis après, on dirait, bah, je veux voir des. Sors-moi dans ma collection d'images des photos de gens qui boivent de l'alcool. Et puis, paf, je pourrais faire une recherche comme ça hyper rapide sur ma base d'images. Ok. Alors, deuxième fonctionnalité que je vais vous montrer, la détection de visage. Donc ici, toujours pareil, on va utiliser la même image de test. Et cette fois, on va lui dire, voilà, trouve-moi les visages. Ok. Donc c'est tout simple, detect faces request, et puis ensuite on va afficher les informations, on va récupérer la liste des visages qui ont été détectés, et puis on va afficher quelques paramètres, donc on va afficher la tranche d'âge, ouais, et c'est tout. Voilà. Alors en avant, mais il y a beaucoup, vous allez voir, on va voir, il y a beaucoup d'autres informations. Donc même principe, hein, voilà, l'image est dans S3. Voilà, alors il est en train d'en détecter une tonne. On va remonter tout là-haut. Il y en a un. Et ben voilà. Donc il a détecté 22 visages. Ok, dans cette photo. Donc c'est pas mal. Je crois que j'avais fait le test. Non, ça on a dit que ça marchait pas. Voilà, donc ça c'est l'image de base, on va dire. Voilà, et le résultat ça donne ça. Voilà. Donc ça, bon, voilà, voilà les 22 visages qui ont été détectés. Donc vous voyez, il y en a là en bas à gauche là qui sont très, voilà, c'est déformés, mais on les voit bien quand même. Là, on a quelqu'un qui est à moitié masqué, on le voit quand même. Là, on a quelqu'un qui est de loin, de dos, on arrive à le choper. Là, on peut détecter jusqu'à 100 visages maintenant. Avant, la limite était à 15, maintenant on est monté à 100. Ce qui est quand même, voilà, c'est pas mal. Le résultat est assez sympa. Et donc pour chaque visage, en fait, on va récupérer. Alors, on affiche la tranche d'âge, mais voilà toutes les infos qu'on a. Donc, on a la position du visage, donc l'âge. Est-ce que cette personne sourit? Est-ce que cette personne a des lunettes? Est-ce que c'est un homme ou une femme, etc., etc. Donc, vous voyez, la liste de tous les attributs que vous récupérez pour chaque visage. Et puis on a la position des yeux, la position du nez, la position de la bouche. On sait précisément où est le visage. On a les sourcils. Et, voilà.
Et donc on a ça 22 fois. Ok, donc c'est assez détaillé. Donc voilà pour la reconnaissance de visage. Alors maintenant la comparaison de visage. Donc cette fois l'idée ça va être de dire voilà une image de référence, trouve cette personne, dans la deuxième image que je vais te montrer. Alors il pourrait y avoir plusieurs visages des deux côtés, hein. Donc on pourrait faire une comparaison de toutes les paires de visages. Alors ici on va regarder mes images. Donc ça voilà, ça c'est mon image de référence. Et ça c'est une autre image qui est beaucoup plus grosse. Je sais pas si je peux si je peux dézoomer un peu là-dessus, non? Voilà, c'est pas grave. Voilà, donc là, c'est une image qui a été prise lors d'un de nos événements. Et il y a voilà, là, il y a plein de visages, il y a des gens de face, de dos. Bon, là, effectivement, c'est moi. Voilà, ok. Donc, on va essayer de me retrouver dans tout ce truc-là. Ok. Donc, comment on va faire ça? Donc, cette fois, pardon, c'est Compare Faces. Ok, donc je vous dis, bah voilà. Donc, image 1, image 2. Ok. Je récupère un client recognition. Alors là, je charge les images localement, hein. On a aussi la possibilité, on peut passer les images dans l'appel d'API. On n'est pas obligé de les mettre dans S3. Ok, donc là, on charge les trucs et puis on lui dit compare faces, donc la source image, la target image, et puis bah, trouve-nous des gens qui ressemblent. Alors on va exécuter ça. Alors là, c'est un peu plus long parce qu'il faut que j'upload les images, en particulier la deuxième là qui est un peu plus grosse. Hein, a priori, c'est quand même une meilleure idée d'avoir les images c'est quand même une meilleure idée d'avoir les images dans S3. Un Recognition peut y accéder beaucoup plus rapidement. Mais bon, il y a des cas d'usage où vous êtes obligé d'uploader. Alors, c'est vrai qu'ici, il aurait fallu que je la redimensionne. Alors là, il me dit qu'il a trouvé une correspondance. Alors, il y en a trois qui correspondaient pas, mais il y en a une quatrième qui marche. Et en fait, là, il me donne la position relative de l'image, de visage, pardon. Donc, la tête qui correspond à l'image de référence, elle est en gros à 60% en largeur de l'image et 51% en hauteur. Donc, si on regarde cette image-là, voilà, donc elle est large, hein, elle est très grande. Donc voilà, 60%, c'est, je sais pas, quelque part par là. Et si je descends à peu près à mi-hauteur, ouais, je suis allé un peu loin, pardon, voilà. Si je descends à mi-hauteur, ben, je suis là. Ok. D'accord, donc vous voyez, il est capable de me retrouver là-dedans, alors que bon, là, bon, déjà, j'ai l'air idiot, ça c'est comme d'habitude. Euh, j'ai la tête un peu baissée, etc., etc. Et effectivement, il y arrive avec un niveau de confiance qui est élevé. Voilà. Donc il est vraiment capable de retrouver ma tête. Bon, mais il a aussi évalué sans doute ces deux-là, elle, etc., etc. Ok, donc voilà. Et tout ça, vous voyez, c'est un appel d'API à chaque fois et on n'a pas besoin d'avoir trop de complexité. Voilà, donc voilà ces services de haut niveau, basés sur du deep learning, basés sur des modèles, mais simples à utiliser et suffisamment rapides pour être intégrés directement dans les applications et avoir du temps réel, bon, avec des latences très correctes. Ici, hein, je suis dans des conditions hostiles pour faire ce test. Alors, parlons rapidement, enfin rapidement non, parlons maintenant d'Amazon Machine Learning. Donc, on va descendre d'une couche. Ok. Donc, Amazon Machine Learning, c'est un service où l'infrastructure va être gérée, où on va vous permettre de manière super simple, hein, le mot-clé c'est vraiment la simplicité, on va vous permettre de créer des modèles, de les entraîner et de les déployer pour faire des prédictions. Et c'est vraiment très simple, c'est volontairement simple. Alors certains disent simpliste, bon, on peut en discuter, mais c'est vrai qu'il y a... Bon, le fait est que ce service a été conçu pour des cas d'usage simple, typique. Moi, j'appelle ça l'autoroute. C'est-à-dire que vous avez besoin d'ingérer des données qui sont dans S3 ou dans des fichiers CSV, ou etc. Il y a des milliers de lignes, quelques dizaines de colonnes, et vous voulez faire une prédiction sur un attribut particulier. Et voilà, il n'y a pas de complexité particulière, c'est juste vous voulez le faire vite, bien, simplement, souvent, etc. Voilà, vous êtes sur l'autoroute, vous n'avez pas un cas d'usage tordu, Amazon Machine Learning va bien fonctionner. Voilà.
Donc c'est un service qui est utilisé en interne depuis longtemps en fait par Amazon et qui a été, on va dire, productisé pour être mis à disposition de tous. Donc aujourd'hui avec Amazon Machine Learning, vous pouvez faire des modèles de régression, donc régression linéaire, donc prédire des valeurs numériques, régression logistique, donc vous pouvez prédire une catégorie, hein, faire de la classification, soit de la classification binaire, d'accord, donc deux classes, soit de la classification multiclasse, avec plus de deux classes. D'accord. Et l'un des avantages de ce service, c'est que une fois que le modèle est entraîné, vous allez pouvoir le déployer en quelques secondes derrière une API que vous allez invoquer. Et c'est ce qu'on va faire. Okay. Je vais peut-être sauter directement, voilà, je vais peut-être aller voir directement je vais vous montrer rapidement la console Amazon ML. Je vais vous montrer alors, Analytics. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Heureusement qu'il y a ce petit modèle, ce petit moteur de recherche là. C'était bien indispensable. Donc ici, j'ai ingéré un jeu de données, qui est un jeu de données public, qui est un jeu de données financières que je dois avoir là, sauf erreur. Sinon, c'est pas grave, je vous le montrerai ailleurs. Voilà. Donc c'est un jeu de données qui est pas très gros, qui a 40 000 lignes. Donc c'est des données c'est des données bancaires, voilà. Donc ça ressemble à ça. Ok, et c'est un modèle qui permet de prédire si un client est susceptible d'être intéressé par une offre de prêt ou pas, hein, voilà. Bon. Le, si vous voulez plus de détails sur ce dataset, contactez-moi, je vous le donnerai, mais il est public. Okay, donc on voit qu'on a, je sais pas, une vingtaine de colonnes, on a des nombres, on a du texte, alors du texte catégorie, vous voyez, on a le métier, on a le statut marital, on a d'autres informations comme ça. Okay, et en gros, donc sur la base de ça, et alors on a le dernier attribut ici qui est 0 ou 1 pour dire voilà, c'est des données historiques, hein. Donc cette personne-là, si elle a un 0, c'est que bah non, elle a pas accepté l'offre. Si c'est un 1, elle a accepté l'offre. Okay, donc on veut faire cette prédiction-là en se disant, sur la base de tous ces attributs, est-ce que tel client va être susceptible d'être intéressé ou pas par une offre de produit financier. Okay, donc là, on est sur le dataset d'entraînement, donc on a cette valeur-là, mais évidemment, le but du jeu après, c'est une fois que l'entraînement est fait, ça va être de fournir un échantillon qui aura tous ces attributs-là, ok, et juste de prédire la valeur ici. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est un dataset assez simple. Donc, comment ça se passe? Oui, je crois que je l'ai entraîné en Irlande. Donc j'ai ingéré ces données. Alors les données, vous pouvez les ingérer soit effectivement dans la console directement, soit à partir d'S3, soit à partir de RDS ou Redshift. Et donc dans le cas de RDS ou Redshift, en fait, vous pouvez écrire une requête SQL qui va aller extraire le dataset. Okay, donc c'est assez intéressant. Si vos données sont déjà propres, à plat, dans des fichiers CSV, très bien. Sinon, si elles sont en base, vous pouvez écrire une requête SQL et construire le dataset comme ça. C'est ce qu'on appelle une data source. Okay, donc moi ici, j'ai fourni ma data source à partir d'S3. Okay, donc c'est le fichier que je viens de vous montrer. Il est splitté automatiquement en deux. Une partie qui va servir pour le training, l'apprentissage, une partie qui va servir pour la validation. Hein, vous savez, en machine learning, on coupe toujours en deux, on entraîne sur une grosse partie et on valide sur une petite partie. L'intérêt, c'est de tester le score la performance du modèle avec des échantillons qui n'ont pas servi à l'entraînement. Donc on donne entre guillemets des nouveaux échantillons modèles et on regarde quel score il fait. Okay, donc j'ai créé mon modèle ensuite qui est un modèle de classification. On va essayer d'ouvrir ça ainsi que l'évaluation. Voilà. Donc ici, je lui ai dit, bah, donc voilà les différents attributs du modèle. Et moi, ce que je veux, c'est que tu me prédises ce dernier attribut. Donc je veux que tu me dises cette valeur binaire, quelle est la probabilité entre 0 et 1 que les clients soient intéressés. Ok, donc classification binaire. Donc vous voyez, l'entraînement, il a duré 4 minutes. C'est pas un très gros dataset.
J'ai ensuite j'ai fait une évaluation de ce modèle. Donc je vois que, alors c'est des métriques qui sont un peu plus machine learning. Donc, si vous n'êtes pas familier, ça vous parlera pas. Mais en gros, je peux voir la performance de mon modèle. Je peux voir euh, ce qu'on appelle l'area under curve, donc qui est une métrique importante pour s'assurer qu'effectivement le modèle a bien appris. Et puis je peux voir le nombre de faux positifs, le nombre de faux négatifs, etc. Et je peux d'ailleurs optimiser mon modèle pour ces paramètres-là. Donc si je dis par exemple, là on voit que j'ai beaucoup de faux. Non, pardon. J'ai 268 faux positifs. Si je décide que non, les faux positifs c'est embêtant, j'en veux le moins possible, bah, je peux optimiser, je peux reparamétrer mon modèle en disant voilà, le, je veux un modèle qui minimise les faux positifs parce que j'ai pas envie d'avoir des faux positifs. C'est des gens que je vais appeler pour rien, ça me fait perdre du temps. Bon, donc c'est un compromis. Hein, voilà. Donc je peux ensuite régler mon modèle en disant ok, tu as appris, mais maintenant pour la prédiction, tu minimises les faux positifs ou au contraire, tu minimises les faux négatifs. Okay, donc on peut comme ça régler avec le modèle, voir ces différentes métriques dans lesquelles je rentre pas parce que on n'a pas le temps et je ne veux pas faire trop de machine learning ici. C'est juste pour vous montrer voilà, qu'une fois qu'on a uploadé les données, une fois qu'on a créé le modèle et tout ça se fait vraiment clic, 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 hein, il n'y a aucune complexité. On a ces informations à disposition. Ok. Et ensuite, ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai publié mon modèle derrière un endpoint. Donc là, je l'ai fait, mais si je ne l'avais pas fait, il y a un bouton qui dit Enable Real-Time Predictions. Vous cliquez dessus et vous avez un endpoint HTTP que vous pouvez invoquer sur lequel vous pouvez demander des nouvelles prédictions au modèle. Ok. Et c'est ce que j'ai fait là. Donc, on va basculer dans ça. Ok. Et donc ici, ce que je fais, c'est que donc je me connecte comme toujours. Hein, je récupère un client machine learning. Je vais chercher, je vais lister les modèles disponibles. Alors ici, je pense qu'il n'y en a qu'un. Ok. Voilà. Et quand j'ai trouvé mon modèle, hein, parce que je peux avoir, vous voyez, comme on peut automatiser et faire ça à l'échelle, on peut avoir 100 modèles, 200 modèles. Enfin, c'est facile de générer des modèles avec les API. Je vais imprimer quelques informations sur mon modèle. Ok. Et puis ensuite, je vais faire une prédiction. Donc, je crée une requête qui va être destinée à ce modèle-là et à ce endpoint-là. Okay. Là, je construis l'échantillon de données, donc c'est l'équivalent de la ligne dans le fichier que vous avez vu tout à l'heure, où il y a les 20 ou 21 attributs. Okay. Et ce que je veux maintenant, c'est la probabilité que cette personne-là soit intéressée ou pas. Donc, je fais la prédiction, ok, et je vais afficher, hop, c'est tout en bas, un petit peu, voilà, et je vais afficher le résultat de la prédiction. Okay. Donc là, j'ai uploadé des données, j'ai entraîné un modèle, je l'ai optimisé un petit peu, je l'ai déployé derrière mon API et je peux l'invoquer. Tout ça sans gérer la moindre infrastructure. On va exécuter ça. Donc on va voir voilà, les informations sur le modèle. Ok. Donc je vois les infos sur le modèle, je vois que je vois l'emplacement de ma data source, je vois que c'est un classifieur binaire, etc., etc. Bon, et puis là, je vois ma prédiction. Donc là, ma prédiction brute, c'est 0,02, donc 2%, c'est très bas. Donc avec le seuil que j'ai défini dans mon modèle, bon, évidemment, ce 0,02, ça devient 0, et donc ma prédiction est négative pour cet échantillon-là. Okay. Alors juste un mot sur ce temps-là qui est extrêmement long. Ici, je fais une prédiction depuis ma machine, donc dans des conditions que vous avez compris un peu compliquées. Donc je suis très loin je suis très loin. En plus, j'appelle l'Irlande, donc là on a un temps qui est assez mauvais. Le SLA sur Amazon Machine Learning, c'est quand vous faites une prédiction depuis C2, on va dire à l'intérieur d'AWS, vous avez une réponse en moins de 100 millisecondes. Okay. Donc ici, je passe par le Wi-Fi de l'hôtel, Internet jusqu'à l'Irlande, aller-retour. Donc bon, on est sur des délais énormes. Hein. Mais une fois de plus, à l'intérieur de l'infra AWS, c'est moins de 100 millisecondes. Ok. Donc voilà un exemple de
d'invocation de modèles sur Amazon Machine Learning, ok, sans gérer d'infrastructure et sans trop se battre sur la construction du modèle. Ok. Il y a cet exemple-là, c'est en fait le tutoriel Amazon Machine Learning qui est dans la doc. Donc je vous incite à le refaire si vous êtes intéressé. Hein, vous allez vous récupérer les données, vous les uploadez, vous construisez le modèle, etc., etc. Puis ensuite vous pouvez prendre ce code-là et faire des prédictions. Okay. C'est le tuto, on va dire officiel, qui est dans la doc d'Amazon ML. Alors on avance. Donc maintenant jetons un œil à Spark et à Spark ML. Donc on a vu un peu EMR tout à l'heure, donc je rappelle juste, hein, EMR c'est l'environnement Hadoop managé, c'est la capacité à démarrer un cluster en quelques minutes, à le redimensionner, etc., etc. Vous choisissez entre une distribution open source, donc qui est en gros la distribution Apache, ou Mapper, qui est un fournisseur de distribution Hadoop avec des fonctionnalités supplémentaires. Bon, et puis vous avez tous les avantages habituels, l'élasticité, la sécurité qui est gérée, le paiement à l'heure. Et je crois que maintenant sur EMR, on est même au paiement à la seconde, hein, depuis qu'on est passé à la seconde sur EC2. Je suis à peu près sûr que ça s'applique également à EMR. Vous pouvez utiliser des instances spot, donc des instances que vous allez acheter aux enchères et qui vont être c'est toujours difficile de donner des ordres de grandeur, mais vous pouvez arriver à des économies de l'ordre de 70-80%. Ce qui est intéressant dans le cas précis de MR, parce que entre un cluster de 10 nœuds qui va vous donner la réponse en 10 heures et un cluster de 100 nœuds qui va vous donner la réponse en 1 heure, a priori on préfère le deuxième. Surtout que si vous utilisez des instances spot, il est probable que le cluster de 100 nœuds vous coûte à peu près le même prix que le cluster de 10 nœuds avec le tarif à la demande. Donc, donc on a vraiment beaucoup de clients qui utilisent massivement Spot sur EMR pour se créer des très très gros clusters à tarif réduit et avec des résultats qui arrivent beaucoup plus vite. Okay, puis ensuite ils éteignent le cluster et ils recommencent. Un peu comme Finra finalement. Finra fait ça. Alors un autre avantage d'Amazon EMR, c'est que c'est pas juste EMR, c'est pas juste Hadoop enrobé, on va dire, par AWS, c'est aussi l'intégration avec les backends. C'est-à-dire que vos données, bien sûr, c'est Hadoop. Donc vos données, elles peuvent être dans HDFS. Hein. Vous pouvez copier vos données sur le HDFS du cluster et travailler avec vos données localement. Mais dans la plupart des cas, ces données, elles vont déjà vivre quelque part dans AWS et on a un ensemble de connecteurs qui vont vous permettre d'aller chercher ces données là où elles sont. Donc sans avoir à les copier sur le cluster, et c'est un gain de temps, et sans avoir à dimensionner le cluster de manière telle à ce que il ait suffisamment de stockage. Hein. Vous savez que chez AWS, on aime bien décorréler compute et storage. Donc le problème d'Hadoop, c'est que les deux sont corrélés, hein, que parfois on est obligé d'ajouter des nœuds pour avoir davantage de stockage. Donc c'est pas hyper efficace. Donc en faisant ainsi, en ayant un cluster qui fait que du calcul dimensionné en fonction de votre job, et en ayant les données dans des backends comme DynamoDB, S3, etc., bah, vous pouvez décorréler les deux. Donc on a un connecteur pour DynamoDB, on a un connecteur pour RDS évidemment, on a un connecteur pour Elasticsearch, on a un connecteur pour S3, qui est évidemment la source favorite pour les données, hein, surtout des données non structurées que vous allez transformer avec Hadoop. Vous pouvez avoir des centaines de téraoctets dans S3 ou des pétaoctets dans S3 que vous allez cruncher avec EMR. On a des connecteurs pour faire du streaming vers Kinesis. Ok, donc vraiment tous on va dire les backends favoris. On a un connecteur vers Redshift également. Donc à peu près tous les backends dont on a parlé tout à l'heure. Alors on va faire un petit exemple avec Spark. Donc comment est-ce qu'on crée un job Spark sur EMR? Alors on peut utiliser ce qu'on appelle les steps, c'est-à-dire qu'on peut, quand on crée un cluster EMR, on peut définir des étapes qui vont être lancées automatiquement dès que le cluster est prêt à travailler. Donc on peut dire, bah, dès que le cluster est prêt, tu vas chercher ça dans S3, tu lances ce job Scala, etc., etc. Donc on peut comme ça automatiser complètement le lancement des jobs au lancement du cluster. On peut évidemment le faire avec Lambda, on peut tout faire avec Lambda, donc pourquoi pas déclencher via Lambda des exécutions de Job Spark sur la base d'événements quelconques dans votre infra.
Et puis on peut aussi s'interfacer avec les services comme Glue ou Data Pipeline, hein, j'ai répondu à une question sur ça tout à l'heure, pour, pour gérer et ordonnancer des transferts de données depuis, y compris même des régions différentes, vers un cluster EMR. Ou alors, après, vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire que vous utilisez des outils open source comme Airflow, Luigi ou toute autre forme d'ordonnanceur sur EC2 pour exécuter votre job. Bon. Et puis on a aussi, ça c'est bon à savoir, on a Zeppelin qui est un notebook, euh, enfin un outil de notebook qui est installé sur EMR, donc qui vous permet de définir des notebooks Spark et de les exécuter. Ok. Alors, on va essayer de faire un petit exemple. On va retourner dans EMR. On va se connecter sur... Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, pardon. Décidément, il y a des messages d'erreur hallucinants aujourd'hui. C'est la... Ah oui, peut-être que je vais mettre quand même la clé. Intéressant. Décidément, il y a des gremlins Il y a des gremlins à Las Vegas. C'est fou. J'ai jamais eu autant de bizarreries. Bon, incroyable. Ok, alors, on est là que je suis connecté sur mon cluster EMA. Et donc, on va faire du Spark. Si on a Spark. Voilà, Spark Shell. On va le faire à la main, comme ça je peux vous montrer petit bout par petit bout. Et puis, ça me permet d'expliquer un petit peu ce qui se passe. On va grossir un peu ça. On va laisser Spark démarrer tranquillement. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Où il est mon code? Donc le code est sur GitHub aussi. On va faire un classifieur de spam. Ok. Donc, on va déjà importer tout un tas de trucs là. Paf. Voilà, ça c'est tous les algos dont on va avoir besoin. Et voilà notre dataset. Donc je l'ai copié dans S3, mais je peux vous le montrer là. Donc j'ai des messages. Alors les messages font une ligne. Donc ça c'est chaque message ici, c'est des messages de spam divers et variés. Ok. Je sais pas combien il y en a, on va les compter. 747. Et là on a des messages, on va dire normaux. En tout cas des messages qui ne sont pas considérés comme du spam. Même s'ils contiennent des âneries et du langage SMS, ce sont des vrais messages. Okay. Et là on en a 4800. Ok. Bon. Et donc ce qu'on veut, c'est construire un modèle qui va être capable de dire c'est bien ou c'est pas bien. Donc on va définir notre dataset, voilà. Ok, donc le spam et le ham, comme on dit. Ensuite, on va créer un modèle. Donc on va prendre, en fait, on va créer 1000 features. On va créer à partir de ces datasets, on va extraire les 1000 mots qui sont les plus discriminants pour dire que c'est du spam ou pas. Ok.
Voilà. Alors si vous n'êtes pas familier de ce cas-là, je pense qu'à ce stade vous êtes horrifié. Voilà, pas de souci, hein, j'explique les grandes lignes et puis si vous voulez creuser, vous n'aurez pas de mal à les creuser. Donc ensuite, je vais étiqueter donc les mots, pardon, les exemples qui sont donc des exemples de spam. Je vais les étiqueter comme avec le label 1. Donc 1, ça veut dire c'est positif, c'est du spam. D'accord. Les features qui correspondent, donc les mots les plus fréquents qui correspondent à des vrais messages, on va les étiqueter à 0. Ok. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Ok. Ensuite, on va mélanger les deux, hein, puisque là on avait deux datasets séparés, donc on les fusionne et puis on les split en 80-20, un peu comme on a fait tout à l'heure, hein. Donc on va en prendre 80% pour faire le training et puis 20% pour faire la validation. Ok. Voilà, ça c'est simple. Et puis maintenant, on va faire un premier modèle. D'accord. Donc on va utiliser un algorithme qui s'appelle SVM, donc Support Vector Machines, qui est une technique de machine learning pour faire de la classification. Ok, donc on va entraîner un modèle avec pendant 100 itérations sur ce dataset là, sur le dataset de training. Ok, en espérant que ça soit pas trop lent. Enfin, c'est pas un gros jeu de données, donc voilà, ça devrait aller assez vite. Voilà, donc il a entraîné, donc pendant 100 itérations, il a appris à reconnaître donc les features positifs, donc les features spam versus les features non spam, hein. Je répète, les features étant, on va dire, les mots les plus fréquents, les plus fréquemment associés à du spam ou pas. Donc maintenant, on va lui demander de prédire. Donc, on va prendre notre dataset, on va le passer à travers ce modèle, ok, et on va mesurer la précision, c'est-à-dire le nombre de précisions correctes. Okay. Vous voyez, cette fois, hein, j'utilise le test data. Okay, et donc pour chaque échantillon du dataset de test, je fais une prédiction. Okay, je regarde quel est le score prédit et puis je le compare avec le vrai score. Okay. Alors en avant. Voilà, donc là, il a une précision de 91,9%. Okay, ce qui est pas mal. D'accord. Ce qui est pas mal. Donc là, il a pris 20% des. Combien on avait dit qu'on en avait 5000 et quelques, un truc comme ça, c'est ça. Et on en avait 5500. Donc là, il a 1000 échantillons, donc du spam et du non spam. Puis on les passe à travers le modèle et puis on voit la précision. Okay, donc vous voyez, ça marche pas mal. Alors il y a plein d'algos possibles, on va pas tous les faire, hein. Après c'est juste des variations, j'ai essayé différents algos, donc on fait la même chose à chaque fois. On va peut-être juste faire un classifieur bayésien, qui est un grand classique. Donc on va l'entraîner. D'accord, donc voilà, ça va vite. Et on va prédire. Donc même chose, hein, on fait la même chose, c'est juste avec un autre algo, un autre modèle. Voilà. Là, j'ai une précision qui est meilleure, 96-44. Donc, vous voyez, c'est intéressant de tester différents algos parce que tous n'ont pas forcément les mêmes perfs. Et puis maintenant, on va faire un test. Donc, j'ai inventé un message. Voilà, je pense qu'on reçoit tous ça par mail. Je tiens à préciser que j'ai absolument rien contre les braves habitants du Nigeria. C'est juste que voilà, il y a des gens là-bas qui aiment bien nous spammer. Et donc, un message qui est manifestement du spam et puis un qui est manifestement pas du spam. D'accord? Donc, je les ai définis. Voilà. Ok, donc vous voyez, on construit voilà, on voit les features, hein, on voit parmi les 1000 mots, hein, les 1000 mots les plus fréquents, donc on voit le nombre, on va dire l'identifiant des mots qui sont présents dans le message, et puis est-ce que ces mots-là, ils sont associés à du spam ou pas. Et puis on va prédire, donc on va prédire l'exemple positif, voilà, donc là celui-là il est prédit à 1,
Donc le Nigeria, manifestement, c'est du spam. L'autre, il est prédit à 0. Donc manifestement, c'est pas du spam. Oups, pardon. Mauvaise fenêtre. Ok, voilà. Je le refais. Voilà. Donc le premier message n'est pas considéré, le premier message est considéré comme du spam, le deuxième n'est pas considéré comme du spam. Bon voilà un petit exemple de ce cas-là pour changer avec donc cette librairie qui s'appelle SparkML, enfin SparkMlib, qui a plein d'algos sur étagère, hein, on les a vus là, qui a plein d'algos sur étagère pour faire ici de la classification, mais il y a plein d'autres problèmes qui sont adressable avec cette librairie. Et puis bon, on le fait sur un cluster Spark. Alors évidemment là on a un petit dataset, mais imaginez que vous êtes hébergeur et vous avez des dizaines et des dizaines de millions de mails à classer par jour. Ils sont dans S3 et vous allez les traiter comme ça à partir d'un dataset dans S3 comme j'ai fait là. Et puis vous allez pouvoir les classifier. Et puis si vous avez besoin de mettre 50 nœuds pour faire ça, parce que c'est un gros dataset, et ben vous faites ça. Donc la combinaison de MR, de la scalabilité de MR, l'intégration avec S3 et les autres backends, et puis l'utilisation d'outils open source comme ça permet d'avoir des solutions, à mon avis, assez sympas, assez flexibles. Voilà, allez, on va faire un petit mot sur MXNet. Hugo, combien il reste de temps, s'il te plaît? Si tu peux me confirmer, parce que j'ai pas l'horloge sous le nez. D'accord, on est en retard. Ok, merci. Comme d'hab, quoi. Euh, mais avec le décalage horaire, en fait, je suis dans les temps, non? Ça compte pas. Donc, MXNet, on en parlera en détail pendant la semaine de l'IA. Très vite, qu'est-ce que c'est qu'MXNet? C'est une librairie open source qui vous permet de définir, d'entraîner et de réutiliser des modèles de deep learning, donc des réseaux de neurones avec toutes sortes d'architectures. On rentrera dans les détails d'ici quelques semaines. Euh, Elle est la librairie préférée par AWS pour les raisons qui sont indiquées ici, parce qu'elle supporte d'avant beaucoup plus de langage que les librairies concurrentes. Elle fonctionne bien dans des environnements cloud et dans des environnements IoT. Elle est scalable, on peut utiliser des dizaines, voire des centaines de GPU pour faire du training sur des gros datasets. On peut faire du training distribué sur plusieurs instances, etc. Tout ça est assez facile à mettre en œuvre et c'est important pour nos clients. Et puis en plus, le projet maintenant fait partie d'Apache, donc il est indépendant. Hein, c'est pas un projet AWS, c'est un projet qui appartient à personne. C'est un projet qui appartient à Apache, donc à la communauté Apache, et c'est la meilleure garantie d'indépendance. Euh, alors, on peut faire de l'entraînement. Comme on est en retard, je vais pas le faire aujourd'hui. Et puis, de toute façon, on va rentrer beaucoup dans les détails lors de la semaine de l'IA. Donc je vous montrerai comment entraîner des modèles pour faire de la reconnaissance d'image, etc. Ici, je vous montre un petit exemple en Scala, hein. On peut faire aussi du Scala pour faire du training. En tout cas, il y a une API Scala dans MXNet. Il y a une API C++, il y a une API Python, enfin il y a tout un tas de langages. Donc si vous êtes curieux, allez voir les liens qui sont là. Mais voilà, on va passer au moins une journée pendant la semaine de l'IA spécifiquement sur MXNet. Donc on rentrera énormément dans les détails. Alors, il y a un feature récent qui permet depuis là aussi une semaine, d'utiliser des instances. On avait déjà les instances GPU dans EMR, on avait déjà les G2, mais les P2 et les P3 maintenant sont supportés avec les nouvelles générations de GPU. Et la distribution EMR inclut MXNet, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que si vous voulez faire du Spark pour faire par exemple de l'ETL, de la transformation de données, et qu'ensuite, sur la base de ces données transformées, vous voulez faire un apprentissage de deep learning, ben maintenant vous pouvez le faire sur la même infrastructure en fait. Vous pouvez créer un cluster EMR, faire l'ETL avec Spark sur le cluster et ensuite faire le training avec MXNet sur ce cluster qui peut être composé d'instances GPU. Donc je trouve que ça c'est une super idée parce qu'avant c'est vrai qu'on avait tendance à avoir deux infrastructures différentes, une pour on va dire l'ETL, une pour le deep learning et maintenant on peut faire les deux. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a un dernier truc qui est expérimental, mais qui peut intéresser certains d'entre vous, qui est dans MXNet la capacité à démarrer des jobs Spark. Donc en fait, vous pourriez même piloter l'ensemble à partir d'MXNet, donc avoir votre programme MXNet qui lance le job Spark d'ETL sur le cluster, et puis qui sur la base des résultats ensuite lance le training.
Ok, bon, c'est des cas d'usage un peu avancés, mais voilà, ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà, donc une fois de plus, ça c'est la tête de la stack à l'instant T. Dans les 48 heures, ça va beaucoup, outre 72 heures, ça va changer. Euh, voilà plein de ressources pour commencer à découvrir le sujet. Le repo GitHub sur lequel j'ai mis le code. Donc la semaine de l'IA dont j'ai parlé, du 11 au 15 novembre. Euh, vous êtes, enfin, on est en train de battre le record d'inscription. Alors j'espère qu'on battra aussi le record de présence. Mais il va y avoir un monde fou, donc voilà. Si vous êtes déjà inscrit, merci beaucoup. Et puis, ben, invitez vos potes, hein, invitez vos potes. Plus il y a de fous, plus on rit, hein. Donc, et puis plus il y aura de questions, et voilà, plus ça sera intéressant pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager ce lien avec vos collègues ou vos amis qui ont un intérêt pour l'IA, le machine learning, le deep learning. Ça va vraiment être une semaine assez sympa, et puis on aura toutes les nouveautés de Reinvent que vous pouvez suivre en live. Donc les keynotes commencent. Alors, il y en a une ce soir. Alors pour vous, le décalage horaire est compliqué, mais les grosses keynotes auront lieu donc mercredi matin et jeudi matin. Et donc même avec le décalage horaire pour la France, vous pouvez les regarder en fin d'après-midi sur le live. Et puis bon, si vous n'avez pas le temps, pas de souci, vous pourrez les revoir sur YouTube dans la foulée. Ok, pour voir toutes les annonces, et voilà, vous verrez que sur l'IA, il risque d'y avoir des choses intéressantes. Voilà, merci beaucoup. Je suis content que ce deuxième webinaire se soit passé de manière plus satisfaisante. Je suis désolé que le premier a été compliqué. On va voir comment on peut régler ça. Et est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les questions, Hugo, ou est-ce qu'on est trop en retard? Ah oui, et puis le sondage, pardon. N'oubliez pas le sondage comme d'habitude, mais vous avez l'habitude maintenant du sondage. Alors, les questions, les questions. Alors, une question de Jérôme. Nos datas sont essentiellement sur Elasticsearch et S3. Quel workflow peut-on imaginer pour mettre à profit UMR? Bah, il y a des connecteurs pour les deux, hein, comme je l'ai indiqué. Donc, alors, en toute modestie, c'est difficile de vous donner des conseils intelligents en sachant pas précisément ce que vous avez dans Elasticsearch et ce que vous avez dans S3. Mais bon, euh, dans l'hypothèse où vous avez besoin de faire de l'ETL sur ces données, de les réconcilier, j'imagine que vous allez faire dans Elasticsearch, certainement vous avez des logs et vous allez faire de l'agrégation ou du filtrage sur les logs. Et puis dans S3, on a plutôt peut-être des données plus métiers, j'imagine. Et vous avez envie de préparer les deux pour faire du Spark ou du MapReduce. Moi, ce que je ferais, c'est que je laisserai les données là où elles sont. En plus, dans Elasticsearch, généralement, on a tendance à empiler, donc il y a sûrement beaucoup de choses, et S3 aussi. Donc, je laisserai les données là où elles sont. J'utiliserai les connecteurs pour que mon job Spark, hein, disons, si vous faites du Spark, que mon job Spark aille les chercher, un peu comme je suis allé chercher mes fichiers dans S3 avec mon programme Scala. Puis ensuite, je ferai mon ETL, je ferai mon filtrage, je ferai mon agrégation, je ferai je vais pas dire mes jointures, mais bon, on se comprend. Et, euh, et puis ensuite, à partir de ça, vous déclenchez vos jobs. Soit vous voulez juste faire de l'ETL et puis après remettre les données, par exemple, c'est pas dans Redshift, disons, pour faire de l'analytics. Soit vous voulez vraiment faire du machine learning et à ce moment-là, vous êtes sur EMR et vous pouvez lancer votre job. Donc c'est ce qu'on voit chez les clients, c'est-à-dire qu'ils ont des données éparpillées dans les différents endroits parce que comme je l'ai dit dans le premier webinaire, on a plein de sources possibles et plein de types de services possibles pour le back-end, l'analytics, etc. Donc c'est très bien, utilisez-les tous. Bon, et puis c'est nous ensuite, à charge à nous dans EMR de vous mettre les connecteurs pour que vous alliez chercher vos données au bon endroit et que vous puissiez les traiter, les agréger.
et ensuite republier les résultats vers, je sais pas, RDS ou Redshift, qui sont souvent des destinations utilisées pour ça. Et puis éteindre le cluster et recommencer la fois d'après, etc., etc. Le fait de ne pas laisser les données sur le cluster, de ne pas les copier sur le cluster, ça permet aussi d'éteindre les clusters sans vergogne, de se dire, moi, mon cluster, c'est juste il crunch, quoi. Il fait que cruncher les données. Donc, mes données sont dans les backends, je démarre un cluster EMR quand j'ai besoin de cruncher, et je prends les résultats, je les remets dans un autre backend, et puis j'éteins le cluster. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le pattern qu'on voit partout. À une question de Fred qui veut compter des vélos qui passent devant la caméra avec Recognition. Alors, Recognition à l'instant T ne travaille que sur des images fixes. Ce qui n'a pas empêché Syspan, on l'a vu, de traiter des vidéos. Donc on peut extraire, on peut prendre une image par seconde ou 5 images par seconde, et puis, enfin, à vous de voir, et puis faire de la reconnaissance sur la reconnaissance de vélo ici, sur les photos. Voilà, donc à l'instant T, sur la base des services existants, moi je ferai comme ça. Voilà. On en reparle dans 48 heures. Alors, une question. Je lis en même temps. Alors, une question de Philippe. Est-ce qu'on trouve des produits sur la marketplace qui sont basés sur des briques que je viens de présenter pour accéder à des services d'IA en mode pass et IaaS? Alors, je n'en doute pas. Le truc, c'est qu'il y a 3500, plus de 3500 produits sur la marketplace. Donc, oui, je suis convaincu qu'il y a des solutions sur la marketplace qui vont utiliser EMR, qui vont utiliser Spark, qui vont utiliser peut-être même Amazon Machine Learning, hein. On a des partenaires qui s'appuient sur ces services-là pour construire leurs propres offres. Voilà, donc après il faut fouiller, ça change tous les jours. Donc oui, je ne doute pas qu'il y en ait. C'était une bonne question. Euh, alors une question de Naja. Le fonctionnement de Recognition suppose que la banque d'images soit à proximité des instances. Alors, oui, a priori dans S3, hein, le bon endroit c'est S3. Maintenant, on a vu aussi qu'on pouvait envoyer, on peut inliner, enfin, les images dans la requête. Est-ce que le service, et donc sa question c'est, est-ce que le service fonctionne sur des vidéos en streaming temps réel? Alors, j'ai déjà répondu. Aujourd'hui, Recognition marche sur des images. Donc c'est vrai qu'on est plutôt, c'est le scénario de Syspan, on est plutôt sur de l'indexation de contenu, on va dire, de contenu archivé. Maintenant, pour ceux qui étaient au Summit de Paris cet été, enfin l'été dernier, il y a un de nos partenaires qui s'appelle Core Expert à Lyon, qui avait fait une démo justement de recognition sur un flux vidéo, donc où il faisait de l'échantillonnage. Il filmait la salle et il comptait le nombre de gens, il détectait les émotions, etc. Donc on arrive à le faire. Voilà, maintenant, l'idéal serait d'avoir un service qui sait faire ça sur de la vidéo. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas de Recognition. Est-ce qu'on a encore quelques questions, Hugo, ou est-ce qu'on stoppe là? Tu me dis. Ok, ouais, puis on est très 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 en retard et j'ai quelques événements prévus à Reinvent dans peu de temps, et donc il va falloir que je me sauve. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous, eh bien, le mois prochain. C'est même, oui, même avant ça. C'est même dans 15 jours. Donc pour la semaine IA. Voilà, n'oubliez pas, je vous la remets. Voilà. Donc du 11 au 15. Oui, d'ailleurs, c'est pas du 11 au 15 novembre. Je viens de me rendre compte. C'est du 11 au 15 décembre. Je pense qu'on s'est. Je suis trompé d'image. Ça, c'est le décalage horaire. Désolé. Euh, du 11 au 15, c'est bien du 11 au 15 décembre. Et donc, 2 webinars par jour, machine learning, machine learning as a service, on reviendra sur EMR, on reviendra sur Spark,
On parlera de toutes les nouveautés de Reinvent, on parlera de MXNet, on parlera de Deep Learning, etc., etc. Donc si ces sujets-là vous intéressent, c'est voilà, c'est inratable. Euh, voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et pour moi, la journée continue. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.